je passe la parole à Noémie Lenôtre, qui est bien connue à Paris, puisqu'elle est membre de l'association depuis 2020. Noémie, qui est donc responsable d'opérations archéologiques à Metz Métropole, à Europol Métropole, Metz, et donc depuis 2018. Donc je vous avais la parole pour nous parler de l'apport de l'archéologie dans les connaissances de l'abbaye de Muro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Maintenant, on va parler en fait de l'abbaye de Muro qui va être développée sur 3 interventions successives, dont la première qui concerne l'apport de l'archéologie à la connaissance des sociétés. Donc l'abbaye de Muro, de l'ordre de Prémontré, est fondée dans la première moitié du XIIe siècle, vers 1149. Donc elle appartenait alors au territoire du comté de Champagne, comme vous pouvez voir sur cette carte, c'est le point rouge. Et elle était située à la frontière entre le duché de Bar et le duché de Lorraine. Donc le duché de Bar qui est représenté en rose et le duché de Lorraine en jaune. Donc cette abbaye a longtemps souffert d'un manque d'intérêt de la part des chercheurs, mais on a quand même quelques historiens qui se sont intéressés à son cas et qui ont permis de retracer les grandes lignes de son histoire, et également de mettre en évidence le rôle majeur économique et spirituel qu'elle a joué dans son secteur, mais également au sein de son ordre de Prémontré. Depuis quelques années, on a un regain d'intérêt pour cette abbaye qui a été insufflé par les membres de l'association de Parny-sous-Muro et qui a permis d'enrichir nos connaissances sur cette abbaye. Donc, à travers un mémoire de recherche qui a été réalisé à partir de 2018, l'intérêt s'est plutôt porté sur les bâtiments de l'abbaye et leur évolution. Et donc très rapidement, en fait, le potentiel archéologique du site est apparu. Donc avant de présenter les résultats de ces 2 dernières années, nous allons rapidement faire un point sur les objectifs qui avaient été fixés en amont de ces opérations et la méthodologie qui a été employée. Donc déjà, avant toute réflexion sur les bâtiments d'un site, il est nécessaire d'en connaître le plan. Or, dans le cas de l'abbaye Muro, aucun plan n'est conservé. Cependant, on a des archives écrites du XVIIe et du XVIIIe siècle qui fournissent suffisamment d'éléments pour restituer un plan de l'abbaye au XVIIIe siècle, et notamment le document présenté par Claudia, établi par François Nicolas Lambert. Donc en parallèle de cette restitution, un levé topographique avait été réalisé et des observations du terrain également. Donc toutes ces données compilées ont permis de proposer un plan de l'abbaye à l'époque moderne. C'est le document que vous avez ici sous vos yeux. Donc pour vous expliquer un petit peu la méthodologie, en fait le plan obtenu à partir des archives a été recalé sur le levé topographique à partir des vestiges qui sont encore en place et que vous pouvez voir représentés en rouge. Donc on va voir la porterie et les écuries à l'ouest, et puis notamment un pilier également de l'abbatiale qui est également représenté en rouge sur ce plan. Donc néanmoins, le site de l'abbaye est en grande partie détruite et seules les investigations en sous-sol pourront permettre de replacer exactement l'emplacement des bâtiments, leurs fonctions et leur évolution à travers le temps. Donc par conséquent, en 2020, on a réalisé une prospection géophysique à l'emplacement de l'ancienne abbatiale et qui a permis de mettre en évidence la conservation des vestiges de la moitié nord de l'église. C'est ce que vous voyez en rose-rouge, qui représente en fait les maçonneries des collatéraux de l'église. Ces résultats tendent également à confirmer le plan qui est décrit dans les archives écrites de l'époque moderne. Donc de plus, cette prospection géophysique en fait met en évidence potentiellement plusieurs phases de construction à cette église. En fait, comme vous pouvez le voir, donc en fait, on a toute cette partie-ci qui est légèrement désaxée par rapport à la partie ouest. Donc ça interroge en fait sur s'il y a plusieurs phases d'aménagement, s'il y a plutôt eu des contraintes topographiques qui ont nécessité en fait un décalage léger de la nef.
De plus, vous pouvez voir sur la partie extrémité ouest qu'on a une sorte d'enchevêtrement des maçonneries qui est, dans l'état actuel, absolument pas compréhensible. Donc c'est pourquoi, en 2022, on a réalisé une première campagne de sondage à l'emplacement de cette église, qui répondait à des questionnements scientifiques bien particuliers qu'on va résumer ici en 3 points. Donc l'évaluation des vestiges, de l'état de conservation des vestiges, dont notamment ceux dans la moitié sud de l'église, puisque lors de la prospection géophysique, ils n'étaient pas accessibles. La mise en évidence de la stratigraphie générale du site, et enfin caractériser et dater les vestiges afin de comprendre l'évolution de l'église entre le Moyen-Âge et sa destruction. Entre 2021 et 2022, on a également réalisé une étude du bâti. Donc l'archéologie du bâti, c'est une spécialité de l'archéologie qui s'intéresse aux vestiges encore en élévation. Et les travaux en fait, de déblaiement et de restauration de la porterie et des écuries modernes ont en effet offert l'opportunité de réaliser cette étude, puisque jusqu'ici, ces bâtiments étaient inaccessibles, voire même dangereux. Donc pour ce faire, on a réalisé une photogrammétrie de l'ensemble, ainsi que des observations fines des maçonneries. Des prélèvements de bois et de mortier ont également été effectués tous ces éléments ont permis d'aboutir à un phasage de ces édifices. Donc maintenant, on va passer sur les résultats de ces 2 campagnes archéologiques et on va commencer par, de manière chronologique, ça qui a été réalisé en première, c'est-à-dire l'étude du bâti de la porterie et des écuries. Donc 5 phases d'aménagement ont été définies. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les archives ne mentionnent pas la date de construction de ces bâtiments. Néanmoins, des datations dendrochronologiques sur des fragments de poutres en bois ont permis de proposer une construction de la porterie aux alentours de 1722. De plus, les observations des maçonneries mettent en évidence la contemporanéité des vestiges, donc des écuries que vous aviez au sud, de la porterie et des anciennes vacheries qui sont au nord et qui aujourd'hui n'existent plus. À cette époque, cet ensemble jouait un rôle défensif. Donc, comme vous pouvez le voir, la façade ouest, qui est représentée ici, était totalement aveugle et seules quelques meurtrières avaient été aménagées pour surveiller et protéger l'entrée de l'abbaye. Si tu peux, s'il te plaît. Merci. Donc voilà une illustration d'une des meurtrières qui a été rebouchée a posteriori. On a également pu observer des ouvertures qui avaient été aménagées de manière à ce que le portier puisse voir et communiquer avec les personnes demandant à entrer dans l'abbaye. Merci. Concernant les écuries, donc elles étaient agencées par un rez-de-chaussée qui permettait l'accueil des chevaux, évidemment, et par des combles. Donc au rez-de-chaussée, le pavement était aménagé de manière à créer une rigole du côté est du bâtiment. Ce qui permet donc de supposer que les chevaux étaient disposés sur la moitié est du bâtiment et que la partie ouest servait plutôt d'espace de circulation. Aucun élément de division de l'espace n'a été observé à ce moment-là, puisque le pavement était encore largement recouvert par des remblais. Néanmoins, on a un traité de 1741 qui fournit des normes en matière d'agencement des écuries au XVIIIe siècle et qui permet d'estimer qu'entre 9 et 12 chevaux pouvaient être hébergés simultanément dans ces écuries. Ce qui est un nombre très important, et il faut savoir qu'en fait ce n'étaient pas les seules écuries de l'abbaye, puisqu'on avait eu deux bâtiments qui servaient d'écurie. Alors le premier document qui mentionne avec certitude la porterie est un marché de 1735. Donc il parle de modifications qui sont à exécuter à l'intérieur de la porterie. Et ces modifications ont bien été réalisées puisqu'on a pu les observer dans les maçonneries. Donc cette deuxième phase de l'histoire de la porterie est marquée par l'ajout d'une nouvelle fonction, celle d'un logement pour le portier.
De grandes baies sont alors ouvertes au rez-de-chaussée et au premier étage, comme en témoignent en fait les changements d'appareil entre les maçonneries originales de la porterie et l'insertion de ces baies. Donc au rez-de-chaussée, la porterie est divisée en 3 espaces. On a 2 pièces latérales et un couloir central. Et dans les 2 pièces latérales, on avait des cheminées qui ont été déplacées. Donc ici, je vous ai mis l'exemple de la pièce latérale nord, où en fait on a pu observer, vous voyez ici ce trait gras qui représente en fait un relief. Et on a pu observer en fait qu'un tuyau de cheminée avait été aménagé dans la maçonnerie. Et a posteriori, le bas de la cheminée, donc ici ce que vous voyez en vert, a été comblé pour égaliser le parement du mur. Donc, ce qui implique en fait qu'on avait bien une cheminée sur ce mur qui a été transposée dans le mur qui lui fait face, donc sur ce mur-ci, et qui est ici représenté en vert également. Et vous avez une photographie de cette cheminée lorsqu'elle était encore debout. Ce déplacement des cheminées a en fait permis l'aménagement d'une pièce à l'étage qui servait au logement du portier, et de cette manière les tuyaux de ces cheminées nouvellement placées a été réutilisé à l'étage de manière à chauffer en fait la grande pièce qui venait d'être aménagée. Donc une 3e phase se développe à partir de la Révolution. Les bâtiments monastiques sont revendus et la porterie, les écuries et les vacheries sont réutilisées comme habitation, ferme ou espace de stockage. Les vacheries sont élargies à l'ouest. C'est la restitution que vous avez ici en jaune. Et le mur anciennement ouest des vacheries, donc cette portion-ci, est détruite. Et à la place, on a une porte qui est aménagée juste à ce niveau-là, entre la porterie et les anciennes vacheries. Concernant les écuries, l'espace est divisé en trois pièces par des murs nouvellement édifiés. Donc, pareil, les 2 petites maçonneries jaunes que vous voyez ici. Donc, le mur le plus au sud est composé uniquement de pierres en remploi qui proviennent probablement des bâtiments monastiques qui servaient alors de carrière de pierre. Le mur le plus au nord, lui, a été élevé sur 2 étages, et donc si vous m'avez bien suivi, les écuries en fait étaient élevées que sur un étage, puisque le dernier étage correspondait au plomb. Et donc cet aménagement cette construction de ce nouveau mur a donc nécessité le rehaussement des murs gouttereaux des écuries, des murs est et ouest, qu'on a pu en effet observer. Donc, pour vous expliquer un petit peu, en partie basse, cette portion de maçonnerie est chaînée avec le mur de la porterie, c'est-à-dire que les pierres sont entremêlées les unes avec les autres d'une assise à l'autre. Par contre, en partie haute, les quelques assises qui ont été rajoutées viennent s'accoler contre le mur de la porterie. Donc c'est un site à penser en effet qu'il y a que ce prolongement, ce rehaussement est postérieur à la porterie. Et donc ensuite on a les phases... est-ce que tu peux revenir, excuse-moi. Ensuite on a les phases 4 et 5, où là ça va aller vite, puisque la phase 4 correspond à la démolition et à la disparition des vacheries dans un premier temps, puis des écuries et enfin de la porterie. Et enfin la phase 5 qui correspond aux travaux de restauration qui ont été réalisés entre 2020 et 2022. Merci. Donc, par rapport aux matériaux de construction, donc ceux-ci sont d'origine locale. La pierre employée dans les maçonneries, mais également dans les mortiers, provient du vallon et des carrières proches. Donc, en effet, à l'ouest du vallon s'étend un plateau de calcaire corallien de l'Oxfordien moyen, et cette roche est tendre et propice à la taille de la pierre. Les prospections menées dans le vallon ont également permis de découvrir plusieurs sites qui présentent des traces d'exploitation de la pierre. On a de nombreux blocs en remploi qui ont été également récupérés dans les décombres de la porterie, et notamment des claveaux. Donc 3 typologies de formes ont été mises en évidence, c'est celles qui vous sont présentées ici à gauche. 2 formes sont caractéristiques du XIIIe siècle
donc c'est la C1 et la C2, et qui présentaient des traces de polychromie qui témoignent en fait de l'évolution des goûts à travers le temps. Donc on a pu observer du rouge, du pourpre, du bleu que vous avez ici, et également du jaune. Donc, dans un premier temps, on avait des couleurs qui étaient plutôt vives et qui tendent à s'éclaircir avec le temps, avec un jaune pâle, du rose, et puis un blanc qui vient recouvrir la totalité du bloc. Et le blanc, en fait, est caractéristique des goûts du XVIIIe siècle. Donc, ces claveaux, en fait, proviennent probablement de bâtiments qui ont été construits au XIIIe siècle et qui auraient subsisté jusqu'au XVIIIe siècle avant d'être démolis. Donc, par ailleurs, on a plusieurs documents d'archives qui mentionnent le stockage de pierres provenant des anciens bâtiments en cours de démolition pour être réutilisés dans les bâtiments en cours de construction. Donc c'est un phénomène qui se voit souvent, puisqu'en effet la pierre est un matériau qui coûte cher et le réutiliser est plutôt une bonne idée. Donc la troisième forme de claveau, c'est la C3, celle-ci, est plutôt à reprocher d'un style du XVe siècle. Donc ceci ne présente cette fois aucune trace de polychromie. Donc il est possible, donc là c'est vraiment hypothétique ce que je vais vous dire, mais il est possible que ces claveaux proviennent d'un espace extérieur qui était couvert, comme par exemple le cloître. On sait par ailleurs que le cloître est détruit en 1718. Donc dans ce cas, il s'agirait plutôt d'un cloître tardif, daté de la fin du Moyen-Âge, qui aurait été bâti à l'emplacement d'un cloître plus ancien du XIIe ou XIIIe siècle. Donc ces hypothèses, on est vraiment sur des hypothèses, ne sont vérifiables qu'à partir d'observations archéologiques des sous-sols. Car les archives, en effet, ne donnent aucune information sur les bâtiments à l'époque médiévale. Donc maintenant, je vais passer au résultat de la première campagne de sondage qui a été réalisée l'année dernière. Donc déjà, je voudrais insister sur le fait que l'étude est toujours en cours, qu'il nous manque certains résultats, donc notamment le mobilier métallique, lapidaire et en verre, et que ces premières conclusions qui vont être exposées ici sont menées à évoluer, à se préciser, voire même à s'infirmer. Donc on a réalisé 3 sondages avec une équipe de 5 à 7 personnes sur 5 jours. Donc les sondages, vous pouvez les voir localisés ici, c'est les 3 ici. Ces sondages ont permis de mettre au jour les fondations de l'église, que vous pouvez voir sur la photographie, et qui sont les fondations d'église ainsi que plusieurs niveaux de préparation à des sols qui sont relativement bien conservés sous 1 mètre de remblai. 4 grandes phases ont été déterminées. Alors la première phase correspond à la construction de l'abbatiale. Elle se traduit par une couche charbonneuse qu'on a observée sur cette petite fenêtre et qui a été datée par carbone 14 entre 1028 et 1170. Donc cette petite fenêtre nous empêche pour l'heure toute interprétation de ce niveau. On a également mis au jour un muret, que vous voyez ici, et qui correspond en fait à une anomalie qui avait été repérée à la géophysique, donc cette anomalie bleue en forme de U. L'emplacement de cette maçonnerie, de cette anomalie, et sa forme pourrait correspondre à une délimitation interne entre le chœur et le reste de l'église, et à cette époque qu'on pourrait traduire par la présence d'un chancel. Cependant, on peut remarquer que le tracé de cette anomalie est légèrement désaxé par rapport au plan de l'église que l'on connaît, ce qui indique donc, soit que l'interprétation pour l'heure est mauvaise, et donc qu'il faudra revoir ça par la suite, soit que l'église a légèrement changé de plan au cours du temps. Donc il est nécessaire de poursuivre les investigations archéologiques afin de vraiment comprendre cette première phase d'aménagement de l'église. La deuxième phase n'est connue qu'à partir d'éléments indirects. On a découvert un nouveau charbonneux qui venait recouvrir notre mur et qui se prolongeait au nord de celui-ci. Donc il indique qu'un élément en bois a brûlé sur place. Donc il pourrait s'agir d'un plancher, d'une charpente ou encore d'un meuble. Pour l'instant, on retient plutôt l'hypothèse du meuble. Est-ce que tu peux remettre ça diaporama ? Merci. En fait, on a découvert également en limite de sondage, donc juste à ce niveau-ci,
une couche également très charbonneuse qui pourrait, donc on n'a pas la relation entre ces deux couches, mais qui pourrait également être un niveau, enfin une couche similaire. Et qui en fait colle avec l'emplacement de notre anomalie qui correspond à notre maçonnerie. Est-ce que tu peux... Merci. Donc c'est pour ça en fait que pour l'instant on suppose que c'est plutôt un meuble et qui reprend au moins partiellement le tracé de la maçonnerie observée. Donc, donc cette couche pourrait peut-être constituer un jubé qui séparait le chœur du reste de l'église, ou ça peut être également les stalles qui servaient aux chanoines pour s'installer. Le mobilier qui a été découvert dans cette couche est datable de la seconde moitié du XVe siècle, ce qui nous confère un terminus antequem à ce potentiel jubé ou stalle. Donc un terminus antequem, ça veut dire que ces éléments ont existé avant la fin du XVe siècle. Un niveau de récupération est venu sceller ces couches de la céramique qui a été ramassée et est datée de l'époque moderne. Merci. Néanmoins, cette couche a également livré un grand nombre de carreaux de pavement qui sont ici présentés et qui sont approchables d'une fin XIIIe siècle, XIVe siècle. Donc ce niveau implique qu'un sol aménagé entre la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle aurait été détruit à l'époque moderne. Donc ce potentiel jubé, associé à ce niveau de sol en carreaux de pavement, correspond donc à une phase de réaménagement entamée au plus tôt à la fin du XIIIe siècle et qui aurait été abandonnée à partir de la fin du XVe siècle ou du début de l'époque moderne. Alors à partir de l'époque moderne, le site est réaménagé, voire reconstruit par endroits. Dans l'église, on a observé plusieurs niveaux de préparation à des sols qui pourraient correspondre aux sols qui sont décrits dans les archives du XVIIe et XVIIIe siècle. En l'état, on n'a pas assez d'éléments pour savoir s'il s'agit réellement des derniers niveaux de sol de l'église, mais cela pourra être confirmé, je pense, dans les années à venir. Dans le sondage 4, donc, qui est ici présenté, on a constaté qu'on avait une phase de remblaiement importante, et notamment le remblaiement de ce que vous voyez ici en gris, qui pour l'heure est interprété comme un espace excavé qui est délimité au nord par une petite maçonnerie qu'on ne voit pas très bien sur cette photo, mais qui est bien là, et qui pourrait peut-être constituer une cave. Par ailleurs, les archives du XVIIe siècle mentionnent la condamnation de cave pour la construction du bâtiment dit des chanoines, qui était élevé en fait juste au-dessus de ce sondage. Alors les informations restent cependant trop lacunaires dans les archives pour vraiment localiser avec précision l'emplacement de ces caves. Donc en fait cette phase de remblaiement, donc la condamnation des aménagements antérieurs, ainsi qu'une succession de remblais et un niveau probablement d'assainissement du site, a permis l'aménagement d'un nouveau sol que l'on peut voir ici. C'est une couche assez fine et légèrement plus beige que le reste, qui est juste au-dessus en fait, de cette couche noire, et donc qui correspond à un niveau de préparation à un sol. Enfin, à partir du XIXe siècle, l'église est détruite. Et les matériaux de construction sont en grande partie, récupérés, comme l'indique l'absence complète de sol encore en place. En tout cas pour l'heure. Et en fait, on constate que le site a été complètement démoli avec un étalement d'un niveau de remblai, de démolition sur l'intégralité du site. Puis, les années qui ont suivi, la végétation, la nature a repris ses droits sur le site. Donc, pour conclure, ces deux campagnes ont permis une meilleure connaissance des bâtiments de l'abbaye et notamment des bâtiments du Moyen-Âge. Les observations du sous-sol n'en sont qu'à leur début, mais permettent déjà d'émettre des hypothèses sur l'évolution de l'église et des bâtiments adjacents. Plusieurs questions restent en suspens et trouveront peut-être des réponses dans les années prochaines.
En effet, l'objectif principal de cette campagne de sondage était d'évaluer le potentiel archéologique du site, qui est largement, qui est largement présent. Et finalement, cette campagne a posé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Et donc, l'objectif maintenant est de continuer avec une fouille un peu plus extensive pour mieux comprendre les résultats, pour mieux comprendre en fait les différentes phases d'aménagement de ce site. Et voilà, je vous remercie.